Monsieur Joe, le monstre des temps perdus, les soucoupes volantes attaquent, le 7e voyage de Sinbad, les voyages de Gulliver, l'île mystérieuse, Jason et les Argonautes, la vallée de Gwangi, le voyage fantastique de Sinbad ou Sinbad et l'œil du tigre sont pour certains des titres de films qui sont restés, parce que vus jeunes, époustouflants de magie, de mystère, de fantasme et d'imagination dont les effets seront créés par un seul homme, Ray Harryhausen. Mais en 1981, les effets Dynarama du maître commencent à perdre de leur intérêt avec l'arrivée des effets optiques et la maîtrise de l'image par image contrôlée par un ordinateur, comme le grand Phil Tippett nous le démontrera. Et pourtant, la MGM y croit à grand lancement de publicité et d'annonces comme le meilleur film de studio depuis La fille de Ryan de David Lean. C'est dire. Doté d'un budget de 15 millions de dollars, le studio va laisser les coups des franges et toute liberté artistique à Ray Harryhausen, peut-être au détriment d'un réalisateur qui n'est absolument pas à la mesure de ce qui est demandé. Harryhausen a le budget dont il a besoin pour ses effets et va mettre jusqu'à produire le film, son dernier, avant de partir à la retraite plus que méritée, mais ne partira malheureusement pas sur un bang. Il est rare pour lui d'avoir toute l'attitude après les tournages, au budget étriqué, et il va se lâcher une dernière fois. Le choc des titans est donc un retour au cinéma spectacle historique à l'ancienne, juste au moment où Hollywood s'apprête à entrer dans le Sword and Sorcery et ILM a explosé, et c'est ce qui va causer sa perte. Je dois vous l'avouer, je voulais vraiment réhabiliter le film, mais après plusieurs visions pour choisir les extraits et autres, c'est calamiteux. Toujours est-il, il faut parler du film, lançons-nous. La Grèce est très peu présente dans le film historique, ce qui est amplement dommage quand on connaît ce magnifique pays, que les responsables d'ailleurs d'Assassin's Creed Odyssey auront eux la belle idée d'en faire un jeu magnifique. Quelques légendes herculéennes, une guerre de Troie et bien sûr le chef-d'œuvre Jason et les Argonautes. Il faut dire que les légendes grecques sont plus importantes que leur histoire, ce qui à nos yeux reste des légendes, alors qu'à l'inverse, un Rome et des épopées plus historiques, et plongent beaucoup moins dans la mythologie, fascinent peut-être plus les gens. Même Homère, dont la guerre de Troie ou Hélène de Troie n'est pas ou peu respectée, et le Ulysse avait vu son traitement utilisé de façon un peu superficielle, bien qu'intéressant. Don Chaffee, avec son Jason, va faire apparaître les dieux, leur jeu sur les humains, sans sombrer dans le ridicule grâce au travail du maître Harryhausen sur Jason et les Argonautes. Dans le choc des titans, on remet le couvert, mais ici de façon, paraît-il, plus sombre, où amour et héroïsme se côtoient et se focalisent sur l'histoire de Persée, mais dotée d'une réalisation plate et des effets qui vieillissent le film, surtout quand on voit le dragon du lac de feu l'année d'après. La légende ne va pas être adaptée à la lettre bien sûr, Andromède y a un rôle plus important et c'est pour elle que Persée va aller affronter Méduse. Quelques changements de monstres aussi, le Kraken n'apparaît pas dans la mythologie grecque, Pégase lui aussi vient de la légende de Bellérophon qui aide à vaincre la chimère, de même l'affrontement entre Persée et Méduse y est ici plus cinématographique puisque dans la mythologie il l'affronte en étant invisible et presque par traîtrise pendant le sommeil de celle-ci. La chouette Boubo n'apparaît bien sûr pas non plus dans la légende, mais elle était le symbole d'Athéna. Pégase, quant à lui, est la réponse ciné et intelligente aux sandales ailées qui auraient rendu le film plus ridicule encore. Donc sans trahir la mythologie, le choc des titans c'est un spectacle loin d'être légendaire, mais qui se regarde. L'heure est venue de te donner une nouvelle énigme. Beverly Cross va pondre le scénario, il a déjà écrit Jason et les Argonautes ou Sinbad et l'œil du tigre, il est donc en terrain conquis, il fait aussi l'assistant de David Lean sur Laurence d'Arabie. C'est lors d'un voyage en Grèce que l'histoire de Persée le titille, mais il devra attendre 6 ans puisqu'Harryhausen étant vraiment fixé sur les aventures de Sinbad.
Desmond Davis, le réalisateur, n'aura réellement que ce film à son actif, les autres étant plus anecdotiques, si ce n'est La fille aux yeux verts en 1964. Il est choisi pour sa capacité à diriger les acteurs, mais va complètement rater sa mise en scène, qui dès la sortie au cinéma va être critiquée par sa non-capacité à donner de l'ampleur aux images, même quand elles sont signées Harryhausen. C'est fade, c'est gênant, c'est digne d'un téléfilm avec un acteur principal peu engageant. Zoom, flou artistique, arrêt sur image, c'est une calamité que les acteurs subissent avec des dialogues qui se répètent et des scènes d'une mollesse peu supportable. Don Chaffee avait la carrure de réaliser ce grand film que fut Jason les Argonautes. Ici, c'est l'inverse. Davis rate tout le film, du début à la fin. Chaque plan n'apporte rien et c'est d'une laideur abyssale. Il faut l'avoir vu, je pense, enfant, pour en garder une idée de film positive, sinon c'est mort. Le scénariste et Harryhausen vont travailler de concert pour faire évoluer le script et surtout trouver de l'argent. C'est la MGM et son entreprise hôtelière, alors en pleine expansion, qui va accepter le film. Cross va multiplier les scènes d'aventure en gardant bien son histoire comme étant la sienne, tout en permettant à Harryhausen de se faire plaisir sur les effets. Le film va être édulcoré de sa violence première pour le rendre plus familial. 244 plans d'animation vont parsemer le film, un travail de titan pour le coup, et l'on peut aisément dire que c'est un film aux créatures originales et jamais vues avant. Les séquences en studio seront réalisées en Angleterre et les extérieurs en Italie du Sud, Malte ou l'Espagne. Emma Porteus va créer les costumes inspirés de nombreuses statues, et pour les dieux, c'est le jersey de soie qui va être choisi, tombant comme les tissus de l'époque. Bijoux et décors furent copiés d'après des modèles antiques. Dans le choc des titans, la part des effets est non seulement importante en nombre, mais aussi en temps à l'écran. Magic aurait pu être aussi le mot qui résume complètement le travail de cet homme, qui aura fait rêver les spectateurs de toutes les générations. Ce film est une prise de risque et il le sait. Tous les matins, il est à 7h au studio, il regarde les rushs de la veille, souvent quelques secondes, parce que le travail est lent, très très lent. La mise en place des trucages est ce qui est de plus long à faire, pas de les filmer, mais Harryhausen est un ponte, il sait y faire. Pour cette mise en place, on pose l'écran à l'arrière, où le film est projeté image par image, les modèles réduits devant et les caméras et les éclairages pour que tout soit raccord avec le film. 90% du travail d'animation sera réalisé par Harryhausen, 90%. Et ce qui est exténuant pour le bonhomme est peut-être une réponse au pourquoi ces effets sont moins jolis sur ce qu'il avait fait avant. Mais c'est carrément difficile à regarder. Imaginez que rien que pour Méduse, Harryhausen doit animer le personnage, mais aussi une douzaine de serpents qu'elle a sur la tête. Presque isolé du reste de l'équipe, il se sent cafardeux, leurré, mais il a l'appui de Charles Schneer, le producteur. Nous avons donc Pégase, le cheval ailé, à l'écran presque en permanence, un gros défi pour Ray. Il s'est bien sûr inspiré d'un vrai cheval, sauf que les mouvements doivent être différents de celui-ci. Harryhausen va donc inventer un mouvement et le résultat est satisfaisant, même si les incrustations sont quand même plutôt moyennes. Méduse, une créature que Harryhausen a compliquée pour son plaisir et un peu le nôtre. Pour la figurine, il va mettre un temps considérable qui commence à imaginer dès 1977. C'est clairement sa préférée. Il va imaginer cette méduse en mélangeant mythe et création de sa part. L'éclairage de la scène avec le feu en arrière-plan fut particulièrement compliqué à réaliser. C'est le plus grand moment du film, sans commune mesure bien sûr, mais les gros plans en 1981 ne font pas mouche. Avec ILM, ses maths et ses images encore parfaites aujourd'hui, et un réalisateur aux abonnés absents, il est possible qu'Harryhausen soit vite dépassé par l'ampleur de son propre projet.
Disokilos, le gardien de la demeure de Méduse, est un chien à 2 têtes, inspiré de Cerbère bien sûr. Ce devait être le combat le plus violent du film. Ce fut une des scènes les plus difficiles à tourner, là aussi pour son mélange entre acteur et animation. Malheureusement, elle dure en longueur, c'est absolument insupportable. Le chien passe d'un soldat à un autre, ils mettent trois plombs pour lui foutre un coup. Entrecoupé en plus avec celle de Persée qui ne peut récupérer son épée à cause d'un serpent carrément couché dessus. Quel suspense, surtout qu'il n'est pas venimeux. Calibos sera donc lui entièrement créé de toutes pièces, il est aussi au centre de l'histoire. Amoureux d'Andromède, il l'a fait enlever par un oiseau géant. C'est vraiment la créature à la Harryhausen, un pied sabot, une queue de reptile et un travail de fou pour mixer les apparitions du comédien ou de la figurine, mais malheureusement qui ne marche pas puisque les deux se ressemblent peu et tranchent visuellement sur la différence trucage et practical. Le maquillage de l'acteur est bien, mais trop rigide et fixe. Le Kraken, qui est le clou du début et de la fin du film, cette créature géante dont l'inspiration vient de la mythologie nordique. Il est le produit de l'union d'un titan et d'un reptile préhistorique. Il est là pour châtier Cassiopée, qui doit lui sacrifier sa fille. Pas de Dinarama ici sur son apparition, mais le combat final, bien sûr, l'utilise. Ces mouvements extrêmement lents enlèvent tout suspense et pour un final, on s'ennuie ferme. C'est mou, ça ne bouge pas. Entouré de toutes ces créatures, n'oublions pas bien sûr les scorpions géants et bien sûr les maquettes, parfois hautes de presque 1,50 m, qui auraient pu trouver leur gloire lors du tsunami en début de film, mais les incrustations vont tout gâcher. Harry Hamlin est percé, c'est son 3e film, mais celui-ci est le plus gros. Il ne percera pas au ciné, mais va connaître le succès dans la série télévisée La Loi de Los Angeles de 1986 à 1991 et de nombreuses autres séries et téléfilms. Il est doublé ici par Bernard Murat, voix fabuleuse de Richard Dreyfuss ou Al Pacino. Ici, son jeu d'acteur est vraiment très limite, il rate presque tout et les zooms et gros plans sur son visage en rajoutent en plus. Il a le physique mais aucun charisme, chose qu'il changera dans son jeu d'acteur plus tard. Pour un héros, il est souvent quand même en retrait, il perd son épée à chaque fois et rate même le lancer de Méduse. Bref, un autre acteur plus habilité aurait été le bienvenu. Un cadeau pour toi. Judy Bowker est une actrice anglaise qui va jouer donc Andromède. Elle a fait carrière principalement à la télévision et c'est son visage angélique qui lui fera avoir le rôle. Elle est doublée par Martine Hirzenki, la voix de Meg Ryan, entre autres. Moi, je m'appelle Hamon. Je suis poète et auteur dramatique. Et toi? Je m'appelle Persée. Le poète Hamon est joué par Burgess Meredith, l'entraîneur de Rocky Balboa, Mickey. Il a déjà 50 ans de cinéma derrière lui et de télévision, de la 4e dimension au pingouin dans le Batman de 1966. Il est doublé ici par Henri Labussière. Si autrefois tu m'as aimé, aujourd'hui sois miséricordieux. Calibos, un fils de Thétis, jadis un jeune homme de toute beauté, transformé en créature mi-humaine, mi-satire, maudit par Zeus, apparaît en animation ou sous les traits de Neil McCarthy, vu dans Zulu de Cyril R. Enfield ou quand Les Aigles attaquent de Brian J. Hutton. Il est doublé par George Atlas. Absent du mythe antique, il est directement inspiré du personnage de Caliban dans la pièce La Tempête de Shakespeare. Mais reste ici une marionnette mélangée avec des prises de vue réelles qui ne se ressemblent pas entre elles, ce qui est malheureux. Et ça la nuit réellement à toutes ses apparitions. Ce tyran a osé me demander de lui pardonner sa brutale jalousie.
et la lâcheté de sa revanche. Zeus est joué ici par le grand Laurence Olivier, père de Persée, du coup donc de milieu. Olivier est un acteur immense et un réalisateur shakespearien extrêmement appliqué avec des films comme Henri V, Richard III ou Hamlet. Sur sa fin de carrière, il va jouer dans beaucoup de films de genre comme Le Limier de Mankiewicz, Marathon Man de Schlesinger, C'est Santanché, C'est Garçon qui venait du Brésil de Schaffner ou Le Dracula de John Badham. Il est doublé par Jacques François, un grand acteur français s'il en est. Quelle importance? Est-ce que cela compte, la mort d'une jeune femme et de son enfant? Mais Hera est jouée par Claire Bloom, qui commença sa carrière avec Peter Brook à seulement 17 ans dans le rôle d'Ophélie dans Hamlet. On l'a vu dans Les Feux de la Rampe de Charlie Chaplin à ses côtés, ou Richard III d'Olivier. Sa voix française est de Claire Guibert, voix de Marilyn Monroe, entre autres. Persée est protégée par Zeus en personne. Je ne puis être d'aucune aide. Maggie Smith joue Thétis, déesse de la mer, connue dans le monde pour son rôle de Minerva Gonagal dans les Harry Potter. Elle est aussi parfaite dans la série Downton Abbey en Violette. On ne compte plus ses rôles dans Mort sur le Nil de Guy Armin, Chambre avec vue de James Ivory ou Hook de Steven Spielberg. Elle est doublée par Nadine Alary. tu l'as déposé à moitié nu dans une cité étrangère. Qui d'autre, Ursula Andress pouvait jouer Aphrodite, découverte dans le James Bond contre Dr No de Terence Young avec son apparition sculpturale. Une des plus belles femmes du monde donc, elle ne pouvait qu'incarner la déesse de la beauté et de l'amour. On a vu Ursula Andress dans She, la déesse de feu de Robert Day pour la Hammer, Quoi de neuf Pussycat de Clive Donner, Les tribulations d'un Chinois en Chine de Philippe de Broca avec notre bébelle nationale Jean-Paul Belmondo, avec qui elle aura une liaison, Soleil rouge de Terence Young et j'en passe. Poséidon est joué par Jack Gwilym, acteur classique s'il en est. On l'a vu dans Jason et les Argonautes aussi, Laurence d'Arabie de David Lean, La bataille d'Angleterre de Guy Hamilton ou Patton de Franklin Schaffner. Il est doublé par le grand William Sabatier, un doubleur de talent pour Karl Malden, Richard Harris ou Gene Hackman. Héphaïstos, joué par Pat Roach, et oui, l'homme qui joue le Sherpa géant et le mécanicien que combat Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, l'Ipé dans Jamais plus jamais, le chef des gardes Tuck que combat Indiana Jones dans Indiana Jones et le Temple maudit avec son rouleau compresseur géant, Totamon dans le Conan le Destructeur, Britac dans Calidor ou le Général Kell dans Willow. Héphaïstos est fait pour lui, mais il n'est là qu'un simple figurant, puisqu'il apparaît en fond sur peu de plans. Boubou, l'œil! Va chercher l'œil! Lawrence Rosenthal est un compositeur américain talentueux qui n'a pas su trouver sa place à Hollywood. Il a pourtant composé nombre de musiques, mais celle du Choc des Titans reste. La revanche d'un homme nommé Cheval, l'île du Docteur Moreau ou Météore aurait pu l'emmener plus haut, et c'est via la télévision que son travail sera remarqué. En effet, il va écrire la musique de 11 épisodes de la série Les Aventures du jeune Indiana Jones et nous servir des musiques étonnantes aux côtés de Joel McNeely. C'est donc un compositeur discret, mais capable d'excellentes partitions et qui va faire de cette musique une composition puissante et à l'imagination débordante. Il est à la tête du London Symphony Orchestra, c'est pas rien, et classe sa musique parmi les moments importants des musiques de films historiques. Le thème de Persée et Pégase, qui est très léger, fait un très beau pendant au morceau de bravoure et au thème dramatique lors des scènes de malédiction. La musique de l'affrontement avec le Kraken est colossale et complexe. L'album d'époque manquerait cruellement de certains titres et c'est Intrada qui va nous sortir une version double CD du plus bel intérêt. Le film a fait l'objet d'une adaptation en bande dessinée sur un scénario de Marie Carré et des dessins de Dan Spiegel. Il a eu droit à une sortie française durant l'été 1981 chez Dynamisme Presse en version brochée. La novélisation paraît chez J'ai lu. Un remake sans grand intérêt sort en 2010 avec Sam Worthington et réalisé par Louis Leterrier, ainsi qu'une suite encore plus mauvaise, La colère des titans, 2 ans après.
Reste que ce choc des titans de 1981 reste en tête, même s'il a pas mal vieilli et était déjà pour beaucoup raté à sa sortie. Dernier film historique d'une époque pré-CGI et il reste un film mélancolique d'un moment, d'une technique et d'imaginaire, mais parsemé d'hashtags gênance à chaque plan. Aucun rythme et aucune ampleur, hein, ce choc n'en est pas un malheureusement, et le revoir en haute définition rend la chose encore plus difficile encore. Ce sera malheureusement pour moi un 2,5 sur 6 hein, pour l'effort sans réconfort. Le film fut dès sa sortie considéré comme vieillot à raison, et il faudra attendre 1982 pour qu'un barbare nous réconforte, sans pour autant avoir autant de monstres à son actif, mais plus satisfaisant sur le fond et la forme. Voilà, je sais que je suis extrêmement dur et que certains d'entre vous l'auront vu très jeune et donc auront peut-être une image de ce film positive, comme je le disais, hein, plus satisfaisante. Moi déjà à l'époque c'était compliqué, là je l'ai revu en HD, c'était mais vraiment calamiteux, j'ai souffert. Il a fallu que je le voie 2 fois, j'ai vraiment souffert. C'est vraiment compliqué, donc voilà, aucun plaisir, une note qui est un peu compliquée, mais amplement méritée quand on revoit le film en HD aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à combattre hein, dans les commentaires, je vous répondrai, pouce haut, pouce bas. Je vous dis bien sûr à bientôt, pensez à vous abonner, bye bye.